Bonsoir, bienvenue à cette première conférence Swiss Marketing Vaud de l'année 2020. Occasion pour moi de vous souhaiter une très belle année. Je sais que normalement on a jusqu'à fin janvier pour le faire. On a pris des résolutions à Swiss Marketing Vaud. La toute première, c'est celle de commencer à l'heure, puisqu'effectivement, on a pour coutume dans le canton de Vaud de faire le quart d'heure vaudois. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Voilà. Vous avez à l'écran, bien effectivement, un bref descriptif de notre réseau. Et aussi l'occasion vous est donnée de pouvoir vous connecter au réseau Swisscom qui nous est prêté ce soir, comme à toutes les conférences Swiss Marketing, pour vous connecter, pour ne pas hésiter à faire usage du hashtag qui est en haut. Tout en haut à gauche dans la bande blanche. Vous avez compris, le hashtag de la soirée sera probablement accompagné de d'autres mentions, puisqu'effectivement le thème de ce soir nous amène à aller très très loin dans le domaine du marketing revu et corrigé, celui du gaming, du e-sport. Je suis total novice en la matière, donc si je dis des bêtises, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, parce qu'effectivement, je ne suis pas forcément dans le public cible. Mais je vois aussi des jeunes têtes, donc ça fait plaisir de savoir que ça intéresse un plus large public que celui que nous composons nous-mêmes avec un certain âge. Quelques mots sur Swiss Marketing Vaud. Alors, on a l'occasion ce soir et la chance de pouvoir innover avec de nouveaux slides, un nouveau visuel. Je suis très très fier de pouvoir garder le bleu qui est typique à notre club. Je m'exprime en tant que président de Swiss Marketing Vaud. Vous avez les membres du comité qui sont présents comme moi avec la petite mention membres du comité. N'hésitez pas à aller à leur rencontre au moment de l'apéritif pour pouvoir encore faire plus ample connaissance avec notre club. Un club qui est donc équipé d'un site web, mais aussi de réseaux sociaux. Ce soir, ces réseaux sociaux seront sacrément boostés par la présence très très remarquée et remarquable d'étudiants du SAVI avec qui on collabore, puisqu'effectivement, Swiss Marketing Vaud, ce sont des conférences, mais c'est aussi des ateliers, des formations, et puis c'est aussi l'occasion de nouer des partenariats à l'image justement du SAVI, qui a décidé de nous proposer plusieurs formations. La première a vu le jour en novembre dernier. Et qui dit partenariat dit possibilité de devenir partenaire. Là, je me transforme en VRP de Swiss Marketing Vaud pour vous dire qu'effectivement, nous sommes très très ouverts à l'idée de collaborer. On a des partenariats de toutes sortes, à l'image de notre photographe qui arrive ce soir et qui mettra en boîte cette conférence tout du long. Image que vous retrouvez d'ailleurs sur les réseaux sociaux au sortir de cette soirée. Un réseau composé de plus de 3000 contacts, un réseau de plusieurs centaines de personnes, un réseau présent sur plusieurs plateformes. Bref, une belle opportunité pour vous adresser à un public cible, un public vraiment très très précis pour votre communication si vous aviez effectivement des velléités de profiter de notre réseau. On se tient de nouveau, les membres du comité et moi-même, à votre disposition pour en parler très très ouvertement et avec grand plaisir. Dans les partenaires pour lesquels on va quand même prendre un peu de temps pour les remercier, on a effectivement Christine qui vient d'arriver de Biz Photo qui va immortaliser cette soirée. L'école ESM avec qui on a donné vie à des ateliers, ces rendez-vous d'1 heure, 1h30 en fin de journée sur 1, 2, voire 3 sessions et qui vous donnent l'opportunité, pourquoi pas, d'accéder à des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances. Exercice partagé avec l'école SAVI, puisqu'effectivement là c'est plus que des ateliers, c'est carrément des formations qui vous sont proposées à des tarifs préférentiels, mais ces formations sont également ouvertes à d'autres participants. Le musée olympique qui nous accueille ici comme à chacun de nos rendez-vous, et vous aurez l'occasion de faire connaissance avec la qualité du catering à l'étage. Ça se passera juste 2 étages plus haut, à la hauteur du Tom Café, vous verrez. C'est très très sympa. Et si vous revenez pour cet exercice, n'hésitez pas à venir en été parce que la vue sur le lac est juste splendide. On remercie aussi en dernier l'agence Condola qui nous met à disposition le site internet, l'infrastructure pour la gestion des membres. Passons tout de suite à l'agenda pour les prochains rendez-vous. On vous en a sorti 4 pour parler de tout ce qu'il y a entre maintenant et le début de cet été. La prochaine conférence, on va
On va faire parler des professionnels de l'énergie pour qu'ils nous disent comment on vend une offre d'énergie à un habitant, comment on le défend auprès d'une ville. On aura un panel très intéressant allant des SIG de Genève en passant par la ville d'Yverdon et d'autres acteurs très très connus sur la place pour voir la problématique de comment s'adresser à l'utilisateur final, mais aussi comment mettre en avant justement le marketing qui va autour de ça pour une ville. Le 7 avril, on va un petit peu manger peut-être, on va un petit peu se faire plaisir, on va parler food tech. Voilà, c'est un des gros trends de cette année du CES dont j'ai eu la chance de participer, puisqu'effectivement, la food tech n'est plus un 20 mots, puisqu'il y a une vraie innovation derrière, et on aura là aussi un joli panel d'intervenants locaux pour parler très précisément de comment on peut mettre en avant, comment on peut défendre la technologie et l'innovation autour de la nourriture. Le 5 mai, on va revenir sur un thème un peu récurrent. C'est depuis les années 2000 et quelques qu'on n'arrête pas de nous seriner sur le patient et son dossier électronique. On va aller dans le fond du sujet sur comment on peut enfin y aller, comment on peut le défendre, comment on peut convaincre aussi le patient lui-même d'aller oser se mettre à la gestion électronique de ses données personnelles et ses données médicales. On est un peu à la traîne en Suisse, il faut le dire, par rapport aux autres pays d'Europe. Ce sera l'occasion de confronter tout ça avec une belle brochette d'intervenants. Et juste avant la pause estivale, le 2 juin, on va parler de tourisme, on va parler du tourisme qui se passe ici même. Comment, voilà un peu à l'image de Singapour qui a inventé le terme staycation, la contraction de stay et vacation. Et on va créer le parallèle avec la Suisse pour parler un peu de tourisme exotique quand la Suisse intéresse les Suisses, mais la Suisse pour les Suisses en matière de tourisme. Là aussi, occasion pour nous de faire connaissance avec ces acteurs qui doivent défendre cette... et je ne vais pas mettre des guillemets, on ne va pas utiliser le terme nouvelle façon de consommer de la vacance et du temps libre. Ce soir, on va parler de e-sport et de ses opportunités commerciales. Une conférence organisée en partenariat avec le SAVI, en la personne de Stéphane Meyer, à qui je passerai la parole pour qu'il puisse animer le panel de gens qui va s'installer ici. Occasion pour moi peut-être d'installer un jeu sur mon smartphone et de m'y mettre enfin. Alors, pour les intervenants, on va accueillir, et je leur demande tout de suite de venir déjà sur scène, Gilles Grandjean, qui est une de figures de proue du domaine. Je t'accueille, et vous avez le droit de l'applaudir. Bonjour. La place. On va aussi continuer avec ce panel avec Clément Defosse, qui nous vient d'un peu plus loin. Bonsoir Clément. Bonsoir. Je vous remettrai les slides à l'écran et on aura l'occasion de faire connaissance avec eux. Je suis sûr que Stéphane va se plier à cet exercice. On passe maintenant à Cédric Schlösser, qui parle une autre langue, je crois. Ouais. Ça c'est bon. Bienvenue, welcome. Et pour terminer ce panel, j'accueille aussi Olivier Lutz, qui va, lui, aussi répondre aux questions de Stéphane. Bienvenue, welcome, willkommen. Place maintenant à Stéphane Meyer, je lui passe la parole et je vous souhaite déjà une très belle conférence et de bons échanges. Il n'y a pas de zappel. Il n'y a pas de zappel, J'en ai une, voilà, c'était jamais. Voilà, bonsoir, merci à tous. Alors, je vais juste compléter ce panel parce qu'on a une personne supplémentaire qui s'y est ajoutée pour compléter l'univers du e-sport. N'est rien sans les gamers, ceux qui jouent, et sans les personnes qui les accompagnent. Et il a une nouvelle profession qui existe déjà dans le monde du sport, mais qui maintenant existe aussi dans le monde du e-sport. Et puis c'est Lorenzo Falbo, que je vais inviter à nous rejoindre également. Donc merci Lorenzo également d'être présent. Et Lorenzo qui est directeur de la Fondation des agents de joueurs ou de l'Association des agents de joueurs internationale européenne mondiale, voilà, et qui est également maintenant aussi agent de joueurs de e-sport. Comme ça, on a l'ensemble du panel des métiers et des intervenants du secteur du e-sport pour avoir une conférence de qualité. Et je vais faire une petite correction, c'est que c'est Gilles qui va animer cette magnifique table ronde. Moi, je me mets en retrait, je suis là en tant qu'auditeur parce que je suis aussi novice. C'est Gilles le spécialiste et nos experts ici.
Voilà, donc je vais céder tout de suite la parole à Gilles. Merci Stéphane, merci Thierry. Merci à toutes et à tous d'être ici ce soir et de nous donner un petit peu l'occasion de vous parler d'un domaine qui est peut-être pour certains encore un petit peu connu. Parce que je pense qu'effectivement le e-sport c'est un petit peu comme la blockchain. Tout le monde en parle, mais personne ne sait exactement de quoi il s'agit, de quel écosystème, de quels écosystèmes on parle. Parce qu'effectivement, si on parle de e-sport sur l'Asie, aujourd'hui, sur les Jeux Olympiques asiatiques, le e-sport est considéré comme une véritable discipline. Ce qui n'est pas le cas au niveau du comité olympique international. Il y a encore des discussions en fin 2019, ici même, avec l'industrie du jeu vidéo, l'industrie du e-sport et le comité olympique. Donc, ce n'est pas encore passé. Je pense effectivement, comme dans tout, on a un petit peu peur de ce qu'on ne connaît pas encore. Et pourtant, d'un autre côté, des derniers tournois de e-sport aux États-Unis, Madison Square Garden qui fait le plein avec un cash game à plus de 10 millions de dollars. Donc on parle d'une vraie industrie. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une vraie industrie? Voilà, les intervenants ont été présentés tout à l'heure, mais aujourd'hui on a des marques sur le marché qui doivent communiquer. Bon, ça c'est pas nouveau, ce slide. Les marques, elles ont toujours eu besoin de communiquer. Excusez-moi, j'ai oublié les Suisses, dont Swisscom, qui investit dans l'e-sport aujourd'hui, PostFinance, Raiffeisen, qui a commencé aussi avec le e-sport. C'était les premiers à organiser des tournois, à investir de l'argent là-dedans en Suisse. Donc des grosses marques, et des grosses marques suisses qui investissent. Parce que le problème aujourd'hui, pour toucher des millennials entre 16 et 35 ans, est-ce qu'on va encore utiliser la télévision? Est-ce qu'on va encore utiliser même Internet classique, entre guillemets, une application comme 20 minutes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, millénial, voilà, ils ne s'informent plus de la même manière, ou en tout cas les marques n'arrivent plus à interagir de la même manière avec cette jeune génération qui aujourd'hui est la génération active, captive, active je dirais, et qui est cette nouvelle génération qui consomme et qui nous intéresse au niveau du marketing. Ah, merci. Ah tiens, c'est ça, la technologie. On parle de technologie. Ok, alors voilà, bon moi j'ai terminé, je vais céder la parole aux spécialistes parce que je ne suis pas complètement, c'est plutôt l'univers global. Je suis content d'accueillir ce soir Clément Desfossés qui est directeur marketing de ISL en France et depuis peu pour le marché espagnol aussi, et qui est très très en contact avec nos collègues de Swisscom notamment, et puis avec nos collègues de l'industrie du e-sport en Suisse. Et puis les autres intervenants, je les présenterai à la fin de la présentation, Clément. Voilà, donc avec Clément, on va parler du e-sport au sens large, au niveau global. Je te cède la parole. Merci, merci beaucoup. Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ici ce soir et j'espère que vous aurez beaucoup de questions pour nous par la suite, donc n'hésitez pas à les noter, on sera ravis de pouvoir en discuter ensemble. Donc je passe assez rapidement sur moi, on a déjà fait ma présentation. En gros ça fait 14 ans que je suis dans l'industrie du divertissement, j'étais 5 ans chez Ubisoft auparavant, c'est aussi comme ça que je connais très bien Gilles, qui était en Suisse et moi à l'Europe. Et ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis chez ESL avec ses fonctions donc marketing et partenariat. L'e-sport, qu'est-ce que c'est? En France, on a la chance d'avoir une fédération, le France e-sport, qui nous a permis de mettre une dénomination sur l'e-sport. L'e-sport, pour nous, ça désigne l'ensemble des pratiques qui permettent à des joueurs de confronter leur niveau par l'intermédiaire d'un support électronique, essentiellement jeux vidéo, et ce, quel que soit le type de jeu ou la plateforme. Parce que l'e-sport, c'est pas que le PC, c'est aussi console, téléphone, tablette, etc. Okay. On va voir une petite vidéo de ce qui est ESL réalise. We've come far. Experienced so much. Been to so many places with so many people. With one destination in mind, to create a world where everybody can be somebody. A sport where every fan has a voice. A movement where anyone can come in. People came from all over the world to be a part of it.
to prove that, if you want it enough, anything's possible. There's a hero hidden in all of us, waiting to leap out of our bedrooms and onto the world stage. So when all of us here grow older and our children grow older, we'll tell them about how it all began. A generation came together. Friends turned into leaders. Superstars stepped out of the shadows and inspired a whole sport to do the same. You are the people who found esports, drove esports and believed in it. What happens next? Well, that depends on how we write it. Donc ça s'est pas fait en un an, hein, mais évidemment ça fait 20 ans que ESL existe depuis 2000, a été fondé en Allemagne à Cologne. Et depuis, on a, avec d'autres compagnies, défini aujourd'hui ce qu'on appelle l'e-sport, au moins au top niveau. Toutes les images que vous voyez là sont des événements qui se sont déjà passés, c'est pas des images de synthèse. Et donc, ce qui est sûr, c'est que l'e-sport, pour nous, dans la définition sur ESL, c'est que c'est principalement pour les joueurs, pour les équipes et pour les fans. Donc on est vraiment sur des segments très intéressants. Et on est notamment, alors au niveau marketing encore plus, sur une audience, on parlait juste avant, qui est très jeune, qui est globale et qui est en croissance constante. On voit aujourd'hui qu'il y a à peu près 2,5 milliards de joueurs dans le monde. Donc des joueurs, c'est n'importe ça. On prend Candy Crush sur le téléphone. En termes d'e-sport, on est environ sur 454 millions de fans. Donc ce ne sont pas forcément des gens qui jouent, mais ce sont des gens qui regardent. On prend ça là-dedans. Et on a un revenu moyen aujourd'hui de environ 5,5 $ par fan. Donc on a des prédictions qui vont jusqu'en 2022 où on a par an, on a une croissance qui est assez exponentielle avec plus 4% par an de joueurs dans le monde, plus 12% par an de fans e-sport et plus 3,4% de revenus moyens par fan. Des chiffres qui sont assez conséquents. On voit d'ailleurs qu'il y a une monétisation, c'est le nerf de la guerre, hein, il y a une monétisation à la hauteur des audiences, donc avec une audience globale très forte, mais locale aussi, et on reviendra dessus un peu après, un revenu global très intéressant, avec, et on peut en parler peut-être plus tard, des similitudes par rapport au sport, puisqu'on voit qu'il y a une croissance notamment des droits médias, donc sponsorship évidemment, mais droits médias, qui est assez forte aussi. Et cet écosystème, d'ailleurs il y a plusieurs écosystèmes, on va revenir dessus, cet écosystème existe avec une quantité d'acteurs. On a bien évidemment les fans et l'audience, donc ce sont des gens qui consomment de l'e-sport, qui le consomment beaucoup, qui le consomment où ils veulent et quand ils veulent, qui vont acheter du merchandising, qui vont acheter des tickets. Aujourd'hui, on l'a vu dans la vidéo, Katowice est un de nos événements, donc il est organisé tous les ans en Pologne. C'est 5000 personnes dans un stade et c'est sold out en 3 minutes. Donc quand on met les vagues de billets, c'est sold out en 3 minutes. Donc, et on a des prix qui varient entre, sur Cologne, qui est un autre de nos événements, on a des prix qui varient entre 19 et 800 €. On est vraiment sur une élasticité forte. On a des partenaires médias, bien évidemment, vous en reconnaissez certains, puisqu'il y a de la télévision linéaire, classique, mais il y a aussi donc, la plateforme Twitch qui règne en maître, ou en tout cas qui régnait en maître jusqu'ici sur tout ce qui était diffusion, broadcast de ces émissions. Mais Facebook, Mixer, il y a de la compétition qui commence à arriver, là ça a commencé fin 2019, début 2020, sérieusement avec des plateformes concurrentes qui mettent des moyens. Donc Mixer appartient à Microsoft, par exemple. Ils ont décidé, ok, on va aller chercher des talents qui sont chez Twitch et on va les amener sur notre réseau pour voir si on peut prendre des parts de marché et d'autres choses. Bien évidemment, des marques et des partenaires, donc qui sont des sponsors, vous les reconnaissez, vous les reconnaîtrez, j'ai une autre slide après qui montrera aussi des similitudes intéressantes avec le sport. Des éditeurs de jeux sans qui rien ne pourrait se passer, puisque pour le coup, nous sommes complètement à l'opposé du sport traditionnel, puisque les éditeurs de jeux détiennent les licences sur lesquelles les tournois sont opérés. Donc sans leur accord, rien ne peut être fait.
Le foot, c'est détenu par personne. Et bien évidemment, les joueurs et les équipes, sans qui il n'y aurait pas, ce sont les stars. Mais littéralement, c'est-à-dire que une descente de canne de tapis rouge, ça provoque le même effet que l'arrivée des stars sur nos tournois. Donc il y a la même sécurité, voilà. Je vous invite à le vivre d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à un événement e-sport d'envergure assez importante, faites-le, c'est une expérience très intéressante. On voit qu'il y a pas mal de familles aussi. Donc au niveau marketing, c'est aussi très intéressant, parce qu'il y a de la prescription et des personnes qui ont le pouvoir d'achat. Et donc le voyage dans l'e-sport qu'on réalise ensemble, et je vous l'avais dit tout à l'heure, ça ne s'est pas créé en un jour. ESL a été fondé en 2000, donc à Cologne, et nous ne sommes pas les seuls à faire de l'e-sport, mais il y avait quelques initiatives qui existaient, certainement des tournois sur pont dans les années 70-80, mais à part ça, il n'y avait pas vraiment de choses structurées. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment aujourd'hui, donc plutôt en 2020, sur une échelle qui n'a rien à voir avec le début. Donc on est dans un phénomène très intéressant, parce qu'aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous inscrire dans la naissance d'un sport. La naissance mass média, on s'entend, parce qu'effectivement, ça fait quelques années qu'il est en gestation. Et quand on parle d'e-sport, ça recouvre une réalité qui est multiple. Une réalité qui s'effectue sur énormément de jeux. Vous verrez aussi dans la présentation de Cédric tout à l'heure, qui sont classés par, c'est un ordre qui n'est pas forcément, qui n'est pas figé, et sur lequel on retrouve des disciplines en fait. C'est comme des disciplines dans le sport. Donc on a Fortnite, Dota 2, League of Legends et Counter-Strike qui trustent le top de la pyramide. Et par exemple, Counter-Strike, ça fait 20 ans que c'est un jeu qui est pratiqué. Et c'est un jeu qui ne faiblit pas. Donc on a, au contraire, on a d'ailleurs un regain d'intérêt ces 6 derniers mois qui atteint des niveaux assez incroyables. C'est-à-dire que le record d'une chaîne Twitch, une seule chaîne, c'était plus d'1 million de personnes connectées en même temps. Donc ça donne une idée de l'audience qui peut atteindre des sommets assez incroyables. Et c'est pas du tracking GRP télé, c'est du réel, c'est-à-dire des gens qui sont connectés en direct. Ça recouvre aussi, donc on l'a vu, une réalité sur les plateformes, puisque l'e-sport, traditionnellement, on se dit c'est sur PC, mais en fait, ça dépend beaucoup des localités où c'est fait aussi. Ce qu'on voit par exemple qu'en Asie du Sud-Est, il y a toute une génération qui a complètement sauté l'étape PC et qui joue directement sur mobile, qui est beaucoup plus accessible. Et on en parlait un peu auparavant, on a, ESL, on réalise, c'est une temporalité qui est permanente, c'est-à-dire qu'on réalise des événements tout au long de l'année, et donc là on parle d'événements majeurs ou méga events qui accueillent 5000 personnes au minimum, et ça va jusqu'à 15 000 pour Cologne, Hambourg, Sydney, Katowice, enfin, c'est assez énorme puisqu'il y a du contenu tout le temps. Et c'est accessible en replay par la suite, donc live pendant que c'est diffusé, et en replay par la suite. Donc les chiffres ESL, pour vous donner une idée de ce que ça représente, donc on n'est bien évidemment pas le seul acteur, mais on est le premier acteur indépendant. Riot Games, qui est l'éditeur du jeu League of Legends, qui est un des jeux les plus joués au monde, et Blizzard, Activision Blizzard, qui est l'éditeur de plusieurs jeux, notamment Overwatch, sont les deux seuls qui réalisent un peu plus d'audience en termes de revues que nous. Mais nous ne sommes pas éditeurs de jeux. Nous organisons des tournois et nous les diffusons principalement. Donc l'e-sport, ce sont des écosystèmes et des opportunités multiples. Alors je vous l'accorde, on dirait un peu que c'est le Far West, on ne sait pas trop comment l'aborder, qu'on est une marque, on ne connaît pas le milieu. C'est aussi pour ça qu'on est là, pas que ESL, mais nous tous, en tant qu'experts. Notre vision des écosystèmes e-sport, elle est simple, c'est une pyramide dans laquelle on peut s'inscrire à tous les étages. C'est-à-dire qu'on est là pour construire un écosystème, donc des écosystèmes, selon les jeux, qui permettent à tout un chacun de réaliser leurs pratiques et de devenir, en passant à travers toutes les étapes, ou en allant directement vers certaines étapes qui sont très très bons, d'atteindre. Allez, d'accord. Merci Siri. Et donc, vous diffusez vous aussi sur Twitch, je vois, d'accord.
Vous avez tout compris, c'est bien. Et donc, ça permet d'avoir une pyramide qui permet à tout un chacun de s'exprimer et surtout de découvrir les nouveaux talents. Et on en reparlera après, j'en suis sûr. C'est un écosystème qui est très important parce que si vous enlevez le bas de la pyramide, vous avez certes, à un moment donné, les top stars, mais il faut les renouveler. Parce que si vous ne les renouvelez pas, c'est comme dans le sport, passer 25 ans, ils ne sont plus compétitifs, ils n'ont plus les mêmes réflexes. On parle de réflexes au micronième de seconde. Donc, quand vous avez passé 8 heures sur une scène devant 5000, 10 000 personnes, le stress et la fatigue jouent. C'est très important. Et donc, au final, on a des produits, donc des pyramides, plusieurs pyramides sur plusieurs jeux qui sont reliés entre elles et donc qui permettent à tout un chacun de se dire ok, j'ai plusieurs façons d'y arriver, j'ai ma chance et j'ai même plusieurs chances. C'est très important pour nous puisqu'on ne veut pas que des personnes se retrouvent bloquées ou se disent en fait j'aurais pas pu y arriver. C'est vraiment un écosystème où chacun peut devenir celui qu'il veut être. Nos modèles relationnels, bon, alors les profils d'audience, on pourra s'en parler après si vous voulez, en one-to-one, mais on a une audience qui est assez forte, qui est développée depuis un certain temps, bien évidemment. Mais vous pouvez voir, voilà, par exemple, en 2018, on avait accueilli, c'est un peu comme dans le sport, il y a beaucoup d'hospitalité qui rentre en jeu, on avait accueilli à peu près 750 000 visiteurs physiques dans nos événements en propre. Parce qu'on réalise des événements aussi pour d'autres éditeurs. Par exemple, PlayStation, on a signé un accord de 3 ans global où ESL est leur partenaire e-sport dans le monde entier. Et là, ça va peut-être vous parler plus. Normalement, cette slide, j'enlève ça et je vous demande de me dire où vous pensez que l'e-sport se situe. Ce qui est intéressant avec cette slide, c'est qu'on voit que les acteurs, sponsors, partenaires qui nous accompagnent sur cette aventure sont en fait les mêmes que ce qu'on retrouve dans le sport traditionnel. Dans les plus grandes ligues, celles que vous connaissez, la NFL, c'est bien, on est bien situé aujourd'hui, vous les avez vus en bas, ils sont représentés, on a les mêmes sponsors. Aujourd'hui, en 2020, ça fait 20 ans qu'Intel est notre sponsor et on célèbre les 20 ans de ce partenariat de choix, par exemple. C'est quelque chose, je pense, qui est important et intéressant, parce qu'on voit aussi qu'il y a des opportunités pour toutes les marques. On a un cas, Louis Vuitton, qui a fait récemment, en novembre dernier, la malle de transport de la coupe des finales de League of Legends à Paris. Donc ils font ce qu'ils font dans la Coupe Davis par exemple, mais ils le font dans l'e-sport. Et on pourrait se dire pourtant Louis Vuitton éloigné de l'e-sport. Ils ont investi, ils ont été accompagnés par des experts et ça a très bien marché pour eux. En parlant de use case, donc Mercedes, on a réalisé pas mal de choses pour eux. On a notre agence interne, on travaille avec les clients pour qu'ils soient intégrés de la meilleure façon possible dans le domaine de l'e-sport, parce que le domaine de l'e-sport étant très particulier et assez jeune, si vous ne communiquez pas de la façon idoine, vous allez être rejeté de façon assez violente par l'audience qui n'hésite pas à s'exprimer. Peut-être une audience qu'on voyait moins s'exprimer quand elle était à la télévision, parce qu'il n'y avait pas forcément d'endroit où s'exprimer. Aujourd'hui, sur Twitch, vous avez le chat qui est juste à côté. Donc c'est du feedback direct. Et j'ai une petite vidéo de ce qu'on a réalisé d'ailleurs pour nos amis de Mercedes. Remember where it started. Your first experiences. Remember where you came from. The journey you traveled. The journey you love. Remember where it started. And imagine where it will go. Rise on. C'est un exemple, donc ça c'était le clip publicitaire pour la télé. Un des clips qu'on a réalisé pour Mercedes. Ce qui est intéressant aussi, c'est à savoir qu'ils sont intégrés directement dans nos concepts. Et donc sur scène, on présente leur voiture. Le MVP, donc le meilleur joueur de la rencontre, repart avec la voiture, etc., etc. Et on a un autre showcase. Alors,
DHL, on connaît tous, leur métier, c'est de livrer des cartons, des valises, des colis à travers le monde. Donc on pourrait se dire, bon, l'e-sport c'est peut-être un peu éloigné. Seulement, DHL, en fait, nous ont approchés, ils nous ont dit, mais l'e-sport, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait être intégré de la meilleure façon possible? Et donc on a pris ce robot qui existe vraiment dans leurs usines de traitement, enfin dans leurs usines de traitement des colis, qui s'appelle les Fibot, et on l'a intégré, donc on l'a codé et on l'a intégré dans le jeu, donc c'est Dota 2, on l'a intégré dans le jeu, puisque dans ce jeu-là, il y a quelque chose qui ressemble fortement à ce qu'ils font dans la vie réelle, qui est que quand vous achetez un produit dans le jeu pour votre personnage, il vous l'amène du magasin à là où vous vous trouvez. Donc on a créé tout ça spécifiquement pour eux, on l'a intégré dans le jeu et on en a fait un ensemble de choses, puisque aujourd'hui dans nos événements, vous avez ce Tefibot qui se balade, puisqu'il est automatisé, et qui distribue des cadeaux. Donc on a réalisé tout ça, et notamment... Je ne sais pas si vous avez souvent entendu votre nom de marque scandé par des milliers de fans dans une arène, mais donc ça c'était à Birmingham il y a 2 ans, on avait le SVP, on avait la chance d'avoir le SVP DHL qui était là, qui a quasiment fondu en larmes, qui nous a dit, moi j'ai fait la MotoGP, la F1, j'ai jamais vu ça quoi. Donc effectivement ça a plutôt bien marché, c'est quelque chose qui, tout ça pour dire que si vous êtes bien intégré et que vous utilisez les codes du jeu vidéo et de l'e-sport, ça peut très bien marcher. C'est pas une garantie, mais on y travaille. Et donc pour conclure, tout simplement, comment est-ce qu'on entre dans le game? Les data et les insights pour guider et mesurer les activations que vous allez pouvoir faire, qui sera secondé par la créativité pour ces activations, qui permettent d'aller et d'être différenciants pour votre client et les prospects. Tout ça accompagné par des experts de l'e-sport. Et ça c'est une vraie photo, parce qu'on a des joueurs suisses qui sont dans nos tournois. Puis c'est une belle transition parce qu'on parlait de la Suisse. Merci Clément. Merci. Peut-être aussi quelques chiffres de ce que ça peut représenter. En 2012, le e-sport représentait 120 millions de dollars. En 2018, 860 millions de dollars. Et les projections pour 2022, 1,7 milliard de dollars. Donc c'est exponentiel en termes de revenus par rapport à tous les écosystèmes qui ont été présentés par Clément. Maintenant, on va parler un petit peu du marché suisse avec Cédric Schlosser, qui est CEO et fondateur de l'entreprise My Entertainment, qui gère des projets e-sport à 360 degrés. Je pense que sur le marché suisse, c'est certainement la personne qui connaît le mieux le domaine du e-sport. Quand on a préparé cette réunion avec des dinosaures de l'industrie du jeu vidéo qui sont présents ce soir, on s'est dit vraiment, Cédric, on a vraiment besoin de lui. La Suisse, en tout cas la Suisse romande, il va peut-être me contredire ou pas après pendant sa présentation, mais j'ai un peu l'impression qu'on a les gamers d'un côté, les ados boutonneux qui mangent des chips toute la journée et qui jouent 40 heures par semaine, qui montent leurs tournois, qui sont extrêmement passionnés. Mais ces tournois ne revoient plus le jour. Il y en a eu un à Genève très important, il y en a d'autres dans la région de Lausanne. Ils ne voient plus le jour parce que c'est des passionnés, mais ils n'ont aucune idée du business. Et de l'autre côté, vous avez des business, je ne veux pas citer d'entreprise, mais qui organisent aussi des événements, mais qui n'ont que les dollars dans les yeux, et ça ne marche pas non plus. Donc aujourd'hui, je pense en Suisse, principalement en Suisse romande, on a un gros challenge. Je pense qu'il y a sûrement une place à prendre pour réunir et fédérer en fait les passionnés et les business ensemble. Voilà, c'est comme ça que je t'introduis Cédric dans cette présentation qui va se passer in English. Parce que je remercie Cédric d'être venu de la Suisse alémanique de Zurich aujourd'hui pour me parler. Oui, j'avais un nom français, mais mon anglais c'est très... Yeah. All right, so in English, thank you for the introduction. Where do we start? Maybe very quickly, so you know where I'm from. I'm from Bern. I go every year up to Bière to the military. That's why I speak a little bit of French. Otherwise, I will talk about my esports CV. So I started as an active player in Call of Duty. Then I started really organizing small LAN parties when I was like 16, 17, 18. They grew and grew. My first LAN party was in Kerzers in the church because the pastor gave us the church room for free.
And then we were 20, 16-year-olds who played violent video games all night in the church, but at least we went to the church voluntarily. So that was a big success, and from there on we grew up and did a lot of crazy stuff until then we founded a company out of these associations that we had, and today we actually have 20 full-time employees working in our agency only in esports and gaming. Exactly. That's for the start. You saw before this graphic just a little bit differently. What's maybe important about this is that these are really big, like these tier 1 games we talked about. This is 10 million prize pool, or at least 20 million watched hours plus. And the thing is, what we had a little bit before was the 20 million watched hours is the thing that is crazy. Like, it's just a lot of hours, and that's more than almost any sport has on a monthly basis, except football, of course. And for Switzerland, just so you understand, maybe in some countries, some of those games are more up and some of those games are more down. In Switzerland, it pretty much looks like that, except that this game Dota is a bit more down and FIFA is a little bit more up because, for example, many of the football clubs in Switzerland have started to invest into FIFA as a football game. And so, but just so you understand a little bit how the games look in Switzerland. Otherwise, if you look to the esports market, regardless of Switzerland or international, it mostly works the same as the normal sports market does. So in most cases, when you have a question like how does this work, almost always the same as in every sports market. You have esports organizations, that's the teams. You have tournament organizers like ESL. You have agencies like us. You have media like Ollie with esports.ch or YouTube or 20 Minutes. You have sponsors. And then comes the big difference, where normally the big federations stand, like for example the Football Federation or FIFA, there are the game publishers. And for that I have an extra slide, because these publishers, these publishers are important if you want to understand esports, because they are shaping the industry very strongly. Because in football or in any sports, nobody owns the sports. Yes, FIFA has a lot of influence, but in theory we could make FIFA right here together. Nobody could stop us. Maybe somebody joins, maybe not, our problem. But nobody can stop us. Here, somebody can stop us, because somebody developed the game and he owns the intellectual property to that game. And that, of course, changes the dynamic in the market. That has a lot of positive sides, like we have inherently a lot of money in the market. But there is a lot of bad sides, like there is a lot of money in the market. So, you know, it's just, you have to work with it if you want to work in esports. And that's, by the way, important. The number that Gilles said about the turnover, those 80 billions in a year, that's the gaming industry. That's not the competitive esports itself. So the gaming industry is the $100 billion market, and these three companies are the ones earning a good part of that. So you can see Blizzard Entertainment has a lot, 10% of the gaming industry is this company, and they are the guys who develop and then publish the games. Looking at those companies, they have different strategies. Valve Software is a special company. They have 4 billion in revenue, and for the economists on here, they only have 400 employees. So that's 10 million turnover per employee. That's the North American company with the most turnover per employee of all companies. So that's quite a sensational thing. And of course, then they say, well, in esports, oh please, we have no time for that. We only have 400 employees, so why do you write me an email? So that's what they are doing. And that's why also ESL, as an independent organizer, has a lot of space here to make huge tournaments themselves with their own financial risk, in partnership with Valve, but not really in support of Valve. Valve is just like, oof. Like they had like a policy, everybody who makes a tournament with 500,000 prize pool, we double it, but that's it. That was 2-3 years ago, where they tried to simply just say, yeah, we support, but just, yeah, not with time. And then there is someone like Blizzard who says, okay, in some games I do a lot, in some not. And here the franchising system is coming in, where they use the American sports model, where you buy a slot in a pro league as a team owner. And that's a special thing that is new to esports in the last 2 years, but that is common in every American sport, in the NBA and all this. The spots of the teams are owned by the team owners. And for example, in Overwatch, one slot costs $20 million to start in the pro league of Overwatch. In League of Legends Europe, it's between 10 and 15 millions that they paid to start in that.
in return, an investor gets a revenue sharing model on that league, etc. So you see, it can be from not controlled at all to extremely controlled, depending on the games. And that's not just some of the games, there's thousands of games. And so this is important. That's why you need somebody at your side if you want to do something in esports that understands the space. If we then look at the teams, I just chose here some teams. You can see that most are organized with many different sports. Fnatic Classic Esports team has like a team in every different game. So that means they really have a pro team in League of Legends, a pro team in Counter-Strike, Dota. A pro player never switches games. He plays one game is lifelong, like in normal sports too. And then you see like Servette or Paris football clubs who start building their brand by having esport teams. That's one of the phenomena. Unfortunately, I don't have so much time, so I need to hurry a little bit. If we look at Twitch, Twitch is the biggest live stream platform in the world. We heard it before also in the presentation. And what is special about Twitch is that it's mostly only gaming content on the platform. You have no non-gaming content on Twitch, and that means it's super homogeneous. So if you make advertisement on Twitch, you can really, you know who is there. You don't have makeup and gaming and gardening on the same platform. It's super homogeneous. And what is crazy is they have 106 minutes per day average watch time, which is extremely high compared to any other platform. And this with 15 million unique daily visitors. This is really extremely high. And yeah, so there is where esports and gaming is happening on that platform, and it's where you can really reach the gamers directly. But it was bought like 6 years ago from Amazon, by Amazon for $1 billion. Today it's the 32 biggest website of the world traffic-wise. So that was a good transaction, we assume. Yeah, now talking to Switzerland. If we go to Switzerland, it's unfortunately in German, but there has been now finally one, at least official study by the Zurich University. It's representative. And if we look at that, now you need to make a differentiation, which is also important in esports and gaming, because 33% of Swiss play at least once a week a video game. That's quite believable because that's including mobile games. But of course, not those 33% are not esports fans automatically. They're just, if you play in the bus once a video game, you're one of those 33%. That's very quickly done. So there you need to start differentiating in this huge space of many people. That's 2.5 million people. Who of this is then my gaming and esports audience? So just to understand, just if someone plays sometimes is not automatically the same target group. And what is interesting about this is here is asked on this side, which game do you play or which game do you watch? Blue is watching. So what's really interesting is that, for example, Fortnite is watched more than played. Fortnite is watched more than played. Why? Because often YouTubers and stuff are very accessible and it's very interesting to watch. I watch more than I play because I watch in the train. I don't play in the train, I watch in the train. I have more time in the train a day than I have at home. So I watch more than I play. Yeah, that's what I do. So that's very interesting, and that's something that is really good for our industry, especially on the entertainment side, because you have a lot of content you can share. Otherwise, these are some good numbers here is from Steam. Steam is a platform on the computer. Every computer player has a Steam account, and in Switzerland we have around 600,000 active accounts. Take away maybe 100 to 200,000 for double accounts, so we're around 400,000 active PC gamers that are playing PC games in Switzerland. That's without the console games. So this is, and these guys play around 24 hours per 2 weeks on this Steam account in average. Yeah. The right side I already explained about the graphic with the changing games. Not so important. If you look at the age, this is finally some reliable data because this is from our own events. Now you need to understand this is the hardcore group. These are guys who come to a LAN party. A LAN party is 4 days, including nights. You sleep there like at a music festival. You have a sleeping hall where you put your mattress. You're there for 4 days. You play long tournaments. So it's really the hardcore peak. And this is around 5,000 LAN party visitors, this data. So this is not the broad audience, this is really the last peak of esports audience. And those 5,000 are clearly here between 18 and 24. And a gender is, if you imagine 4 days at an event, well, we provide showers. We don't know how many use them. We provide showers. No joking, of course. But the male section is there extremely high still. The good thing is this was 0 7-8 years ago, so it's changing. We can see a clear change, to be honest. What's also interesting is that the 30+ section is growing every year.
The 16 below is very low here, mostly because parents don't send their kids very fast to a 4-day overnight event. They would come if they could. I'm pretty sure that would then rise up here. So, but yes, the gaming audience here is somewhere. Exactly. Otherwise, Switzerland, unfortunately in German, because there was a picture, I couldn't change it. In general, it's developing very good. So we had 2016 around 40,000 prize money in Switzerland. Today we have around 250,000 prize money. The events are getting bigger. The conventions are getting bigger. The Fantasy Basel was launched in 2016, has today like 50,000 visitors. And also the LAN parties, so the hardcore events are getting much bigger with time actually. So that's at the moment a very good development we see, and more brands are coming in. I will come to the brands in a second. If we talk about the esports organizations, there is huge differences in Switzerland. So there is organizations like Lausanne or Servette or Basel, who are of course extremely professional football clubs, who have then also a professional esports team that is managed professionally. There is some esports teams like Silent Gaming or MyInsanity, our own team, that are also managed professionally, and then there's a lot of different clubs. But in general, we talk about 45 organizations that are really an association, so that are not just a group of friends, and these around 15 have financial sponsors. So sponsors, everybody has sponsors who gives you like, I don't know, a bread or like one keyboard, but that doesn't count. So there's around 15 who we can say, okay, that there is some real sponsoring involved here. And then these are mostly have between 10 and 60 players that play in the association. Exactly. So there's big differences between them, but there's quite a lively market with a lot of volunteering, a lot of, funnily enough, typical Swiss sports behavior that is lost in some old sports, and is now, old sports have a lot of problem finding presidents and cashiers and young guys who want to work in the boards of all these associations. And suddenly here the young guys come and build one association after the other and start to do stuff. And that's an interesting fact actually in the volunteering here. To the landscape, otherwise from the event side, there is events now quite everywhere. These are the online leagues with the ESL Swisscom Hero League, the Swiss Esports League, the TCS Esports League with different games. We have the big events in Bern with HeroFest Switzerland, Zurich Game Show, Fantasy Basel, Polymanga and Montreux. Otherwise, there was 2 efforts in the Romandie, in Geneva and Lausanne, which both have stopped at the moment. They could not reach the target as they wanted. But as a good thing, Polymanga is not fully gaming, more manga, but is an incredible big event. So if you ever really want to have a culture shock, you should go to Montreux. It's always on Easter. Go there and you will not believe what you can see. It's absolutely insane. Very great to see. Yes, and to see how an event like this looks, we're going to watch a short video about the HeroFest in Bern event from us. HeroFest! 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 Celebrating gaming culture! Celebrating gaming culture! Celebrating cosplay culture.
lot of noise. Exactly. So that's the thing. You saw a lot of cosplay there. For those who don't know that, that's where you dress up as your favorite heroes, as your favorite things. So those are not paid actors or something. This is our community coming. These are visitors coming. And it's a great trend actually. And there the female-male ratio is the other way around. So that's great that they have found there what they love. And yeah, so this is what you heard. Now quickly, I just want to show you some challenges. And the big challenge for gaming, there's no big challenge. Gaming is huge, and gaming will be huge, and gaming will be huge in Switzerland, and gaming will be huge forever, because gaming has been huge forever. Gaming is 10,000 years old, then it was on the stone, now it's on the computer. That's not the question. The question is esports. Esports has a lot of challenges, also not internationally. Internationally it's huge, it's rich, everything great. But nationally we have a lot of challenges that other sports in Switzerland have too. First of all, we need to grow a national organic reach. So that means, I'm always saying, everybody watches tennis, just nobody watches Swiss tennis, which is a strange thing, but tennis in Switzerland has completely lost everything in terms of audience. They have a huge Swiss audience internationally, but zero Swiss audience nationally, and that's something that we don't want to happen in esports, because right now it is like that. We want to kindle the esport. We need to kindle the interest of esports viewers, and then one important thing is we need to create an ecosystem for young players and young talents, because at the moment most young players spend more time fighting with their parents than practicing the game, and that's not really useful for our pro scene. So that you see, this is at the moment what we have to do. And yes, now talked about the challenges, but now I want to show you some cases where in Switzerland esports was used by brands. I still have 2 minutes. 3 minutes. Or 3 minutes. All right. So the esports with CH, Oli will talk about, that's why I don't show it. The Swisscom, if we heard something already, Swisscom decided to make leagues in multiple games, which provided by them in the Swisscom Hero League. And what's special with them is they tried also to integrate their own assets. So it's then broadcast on Swisscom TV, they use live streaming, they use Bluewin, they use all the platforms they have to distribute this content. They have media partnerships with 20 Minutes, etc. And then the finals, for example, were at the event, the video you saw, the big finals of the season was then at our big event. So it's integrated into each other to make a closed ecosystem, basically. So that's was a very interesting approach, how they did it, and it's continuing now on. Yeah, that's that part. Then, for example, the TCS has similar, they were before Swisscom actually, they started a league in Rocket League, only one game. They chose one game and they said, we're gonna take that game and make that scene us. So basically nobody can enter Rocket League without trying to push past us. We want to be big there. We're going to try to support that one community. For the car club, makes of course a lot of sense to go into Rocket League. And what their big goal basically is earned media. So they have only 8 pro teams, which includes, for example, Servet and Lausanne. And those pro teams battle every Monday evening in their league, and then with a final event. And now the SRF Digital broadcasts the finals for free on the SRF Digital channels. And that's of course a huge success then for TCS, because 4 hours SRF Digital on a Saturday for free, that's a lot of money. And on top of that, then they had every Monday now it's going to be broadcast on one of the major newspaper sites, these live streams, and so they basically are earning media through good content which interests people, which the media wants. That's their strategy. Then PostFinance made their own esports team. They searched for 5 guys to play for 1 year. We got 850 applications. The youngest was 12, the oldest 58. Who wanted to play. Then they fitted those players with a coach, with mental coach, with a cook. Basically, we followed the whole year those players in their development. And also there was a lot of transparency involved, so you could see the budgets of the players, what are they spending there for food, what are they spending for this, was all public on the website, the real data, not fake data. So we tried to have the conversation about money in young sports and stuff, which normally is taboo for a Swiss bank, but there it was okay and had a lot of interest in that. Very interesting. The project finished end of this December. PostFinance is going to do something else, but also in esports. This year of these 5 guys ended, and one of them now, only one unfortunately, but one made it to the top team Fnatic, where he's now going to further his career. So it actually worked out quite well in our idea. Other example is OVO. I know my time is running out. OVO did a cruel campaign with a lot of OVO-rocks, where the people had a lot of cruel reactions because we had 2,000 players at the LAN party. We had 20,000 OVO-rock sample, and we just
flooded them with Overrocks all the time. If you go to the toilet, secret guys came and filled your table with Overrocks and then ran away. When you came back, everything was full of Overrocks. Like, what is this? And then, of course, you make a picture. And if you make this picture, you share it, and user-generated content is the best content you can have. So that worked very well. And then, last example, Red Bull, together with Logitech, here from Lausanne, they did in Lucerne, actually, in the Verkehrshaus, in the Musée de Transport, they rebuilt their whole. There was like a media world that was around like media and VR, and it was it did not fit really the target audience 18-25. And in there we have now a special project where you can in 4 hours rebuild the whole space into like a global studio, TV studio, where they broadcast every month a tournament live on the different social medias and on the newspapers, etc. So a similar strategy with tournaments. And yeah, so basically, if you want this as our team, unfortunately, if you're a female and want to work with us, apply, please. We don't have a lot of female applications, but this is our team. If you ever want some from us, we do many of those projects. We consult you from the beginning to the end with strategy and execution, and I would love to hear from you, please. Let's discuss this at the apéro after. Merci Cédric. Je pense que là, ça fait un petit moment, presque 1 heure qu'on est en train de parler de e-sport. On commence à comprendre l'importance en fait des marques d'investir dans ce domaine-là. On a beaucoup parlé de Swisscom. Merci Cédric, ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir Oliver Lutz, qui est responsable du département e-sport et stratégie du business development pour UPC et qui va nous présenter sa vision du e-sport et pourquoi est-ce que UPC investit depuis déjà maintenant quelques années dans le domaine du e-sport en Suisse. UPC, mais évidemment les autres marques et les autres grandes entreprises. Oliver, it's your time. Yeah, thank you very much for having me. I'm Oli. First of all, I'm not a gamer. So I was a gamer in my young years. I like to play Gran Turismo, FIFA and stuff. Today I'm more coming from the business side, trying to get something out as a brand in esports. So I try to tell you why we invest in gaming and esports within UPC. UPC is telco provider in Switzerland, clearly number 2. Swisscom is first, of course. You maybe heard the rumors last year in media. Sunrise tried, or they wanted to buy us. Finally, they didn't. Was also a surprise for me, so I'm here as UPC. Otherwise, we would have just changed it esports.ch powered by Sunrise. So it still, for me, the impact isn't the biggest, or wouldn't be the biggest. So we heard it before. Gaming is a big thing on a global scale. 135 billion around in 2018. But of course, esports within this is only a small amount. Still, if you see these numbers and you're a brand, you maybe should think of esports, think of gaming to probably do something. When I saw the Apple keynote last September, I was kind of surprised, and it was another eye-opener for me. They presented, of course, the iPhone X with 5 cameras and all this other stuff, but also Apple Arcade. So it's a subscription-based thing where you can get access to over 100 games if you sign up. And I mean, Apple is not the first tech company. Some months before already, Google announced Stadia, which will allow you to play games directly in your Google browser. It will work in Switzerland, I imagine. Germany, I'm not that sure. My girlfriend's from Germany. I'm in Germany on a regular base. And if you go outside of the big cities there, internet is just crap. But still, they're investing in it, so there must be some kind of potential. Cédric showed the study of ZOE before. So 1 out of 3 persons in Switzerland says, I'm a gamer. But gamer means probably League of Legends or CSGO, but means also Candy Crush, Farmville, and all the smartphone games. So gaming is a big thing, it always was. When we take a closer look to esports,
esports, 1 out of 20 persons says, I'm kind of into esports, I'm interested in this. So it's a niche, and I can only repeat that it's a niche within gaming, but still it's interesting. You have the fans, you have the stars, so it's a really good story to tell, also from a brand perspective. And if you take a look at social media, this is not a study where people between 15 and 24 years are asked about their social media habits. So Twitch is, of course, on a small scale on the rise, while Facebook is going down. Of course, not as a company. I mean, they're owning Instagram and stuff, but still, you see that Twitch is a growing thing. And as Cedric told before, most of Twitch users are male, so it's even more important for us. Because as a UPC, we try to sell internet, and normally, yeah, the man is are the people who buy the internet. Well, we see the statistic. Social media is important for young people, not only. On the other hand, we have classic media. There's a panel tonight in Zurich about the future of classic media. SRF General Director Madame Walter is talking about the future of SRF. So very interesting, because it won't be easier. This quote coming from a friend of mine. He's working in business development for 20 minutes, and he's telling we don't know how we can exactly reach younger people with our newspaper in the future. And as a brand, you have kind of the same problem. Because classic TV, yeah, is still a thing, but not a big thing. So you have to think different, or you can just say, yeah, game over, we leave it, we can't reach the young people anymore. So we thought gaming esports, it could be interesting to get into this segment, to be part of their passion, not only to be like an advertiser, and therefore we founded esports.ch. Yeah, you can imagine the sound, somehow it doesn't work via HDMI. So it's a news platform in German and French, where we do content, news content, behind the scenes, stories. We were also here in the Olympic Museum for an IFC meeting. And we do like on the street, we go out asking people about esports, we know what esports is. So instead of just putting our logo somewhere, we try to convince the esports community with content. And it's also one of Cedric's lawns, the event. Yeah, this was a legal issue with FIFA on YouTube. We had to delete the video. And of course, esports.ch powered by UPC. So there's branding within. Then when it comes to our target groups, of course, esports enthusiasts, they are part of it. So first 2 years we got really into the community, we worked together with them to tell them, hey, we are part of you. But now it's even more important to grow, to go to the casuals. And therefore teams are somehow important, so we need stars, we need Roger Federers, which we can use for interviews, to create content. Then of course casuals, so the casual online gamer maybe goes after this event at home, plays 1 or 2 hours with his friends, but not 7 to 8 hours. So the normal online casual gamer, and then partners. Partners means other brands which are interested in esports and gaming, and probably are googling esports and then landing on esports.ch, at least in Switzerland. Who we reach with esports.ch, so similar to Cedric and his lawns, and I would also imagine as ESL, so the esports community is male. There probably are agencies out there, opportunistic agencies these days, which will tell you, oh, we reach 50% female with esports. Yeah, they won't. Probably they do, but then it's not esports. But what's really interesting for us, this data is out of Google Analytics,
with esports.ch we reach exactly the young people which we wouldn't reach via UPC, via TV commercials. And we know it because it's the data, of course it's Google data, but we know it because it's our website. Still, this is nice, and but we have to get something out of it, the return on investment. I know you can always ask the question, yeah, what do we get out of TV ad? But I mean, also probably within your agency or your company, it's like, yeah, TV ads, we make this for 20 years now, that's okay, we should go with it. But if a guy like me or Cedric comes into your office and say, hey, we should do esports, well, you need kind of a concept to tell why they should do. So we have like 3 pillars. On top, of course, it's esports.ch, so we have to create content, to be visible, to be out there, and there it also helps when the SRF or DSR do initiatives like their own Twitch studio, because there is more content around esports, which we can use then as esports.ch. Out of this position as the leading platform, we try to monetize the content. We use the platform for business development and for product development. I have 3 examples here. So on esports.ch it's very classical. A brand can come to us, say, hey, I would like to have an article on esports.ch or a video, and we do this. Of course, and that it's funny, I mean, the platform is owned by UPC, so it's kind of sponsored. But if we create content for Mercedes, for example, then there will always be the tag sponsored story. So we have sponsored stories on a sponsored platform. That's kind of cool. But of course, like other platforms, it's hard to get enough money out of these models. So we use the brands which are coming to us, which like to have some esports content for further discussions. Baloise, for example, they created an insurance. So if you have an issue with Red Bull and your keyboard, they fix it for you, you get a new keyboard, no problem. What we did there, we worked together on content side, so we had stories on esports.ch. And in a second step, we discussed with them, hey, Baloise, you're a big company, UPC, we're pretty big, should we work together as corporates? We decided yes. And what we do now, we just launched it 2 weeks ago. We offer now a special insurance package to our base customers. Next step, and this is a little bit harder, I'd like to have the Baloise cyber insurance, so against sexting, online fraud and all this stuff, this new stuff, which will also impact us more, also our business. Yeah, this will be included then if you sign up with internet and TV for us. So for us, this could be a plus to say, hey, we provide internet and we have you back if you have problems in the internet. If it works, we will see, but it's an important step. And I mean, insurance is one thing. There are other companies trying to come into esports, and I'm always like, okay, we can work together in esports. What can we do on top as UPC and as the other brand? Also part of this business development are content partnerships. We have one with Now.ch. Now.ch is a news platform, number 5 in Swiss-German part and German part of Switzerland. We provide them on a weekly basis content because they are a small team. They can't create especially video content. They provide us reach. So it's a barter deal. We have no money which goes directly, but still it's revenue in our books. And this is always nice if you create revenues out of something. So this was like the big thing for our CFO, and now he's also okay with the whole thing. So we create revenue, not real revenue, but at least in the books. And then product development. Of course, I would like to have like the really, really special gaming offer with another modem or with Asus product and stuff. This will be hard because we have product management. We are an international company, so we have to talk to central, and I do not understand esports, so this is hard. But what we can do, we can use esports.ch as a platform to promote this product, but in a proper way, so in a really game way with our crew which is doing the other content, and we can then give you on top some Uber Eats voucher. I know not all the gamers are just eating pizza, but they like it, like I like pizza.
and on top some vouchers that you can get some new hardware. This test will start hopefully in February. It's a funny thing because we had a package loss issue with our new product, and you can imagine if you have package loss, this is, if you try to kill someone in CSGO when you have package loss, it's a mess. So we had to fix this with a software update, and I hope we can launch the product. It's 1 gig internet this month. So base for all of this is of course content. I told you before, the esports community, first of all, they were like, oh, UPC, what are you doing? You have no clue of esports. So there was some rage in the first year, but we convinced them that we really want to push the scene, and I think we did some cool stuff for them. And now it's time to reach casuals. On one hand, why not doing an interview with our Conseil Fédéral, or meet the oldest pro gamer in Switzerland. So really do things which are interesting to gamer and esports enthusiasts, but also to their parents or to people which don't have too much clue. First thing is we were in Leipzig on DreamHack together with Cedric's team also. Cedric is like everywhere. Mindsanity, and it's a report on their success or not success during their Rainbow Six tournament in Leipzig. So yeah, this is it from my side. If you want to go in deeper discussions, here are my contact things, or I'm here 1 hour for the apéro. Afterwards I have to leave because it's already the last train to Zurich. So sorry for that. Alors, il est temps d'inviter nos speakers ici au milieu pour notre petite table ronde. Alors, j'ai très peu de questions, ça tombe bien parce que je suis sûr que vous en avez plein. Et puis peut-être avant qu'on commence, j'aimerais aussi accueillir donc Lorenzo. C'est pas pour rien s'il est avec nous aujourd'hui. Prends la place ici. Installe-toi ici. Donc Lorenzo, agent de joueur de foot à la base. Et moi j'aimerais bien, parce qu'on a parlé beaucoup des marques, on a parlé des performances, on a parlé du développement du e-sport, mais on n'a pas tellement parlé du métier, ou des métiers en fait autour du e-sport. C'est vrai que les personnes qui sont autour de la table ont des métiers différents. Oli, c'est pas un gamer, moi j'ai bossé 10 ans dans l'industrie, j'ai jamais touché une manette de ma vie non plus. Par contre, on a 2 gamers acharnés au milieu ici, mais quelque part je pense que notre point commun à nous 5, c'est la passion dans nos métiers. Et mettre beaucoup de passion, surtout quand on est jeune, c'est bien. C'est comme je disais tout à l'heure, quand on veut organiser des choses, mais il faut structurer tout ça. Et c'est pour ça que j'aimerais te passer la parole avant de commencer cette table ronde en te posant simplement une question. Quel parallèle est-ce que tu vois finalement avec cette nouvelle industrie et puis le sport très traditionnel? Alors, je crois que déjà les présentations qui ont été faites ont été excellentes. Je pense au niveau de l'explication, je pense que ceux qui n'étaient pas tout à fait dans l'e-sport, après ça, je pense qu'ils ont une idée un petit peu plus élevée de l'e-sport et surtout du potentiel de l'e-sport. Donc moi, je viens effectivement du football. Je suis agent de joueur en Suisse, de joueurs de Super League, Challenge League et à l'étranger. Ça fait 17 ans que je suis dans ce domaine de la représentation qui a beaucoup évolué aussi. Et puis évidemment, on est attentif un peu à toutes les tendances qui se présentent. Le football féminin, ça a été une nouvelle tendance, on s'y est mis. Et puis l'e-sport. Voilà, alors l'e-sport est venu par mon fils, évidemment, puisque c'est plus la génération que la mienne. Mais on a bien vu avec la présentation qu'il y a énormément de parallèles. J'ai bien aimé la pyramide. La pyramide, alors à Genève, il y a la fameuse pyramide genevoise du football qui dit qu'il y a 15 000 jeunes joueurs et puis en évoluant, on arrive à 2 professionnels. On est sur la même pyramide, donc ça veut dire que les bases sont les mêmes. Finalement, le e-sport n'est rien d'autre qu'un sport, finalement. Je pense que celui qui ne veut pas comprendre ça aujourd'hui, il va avoir de la peine à prendre le train en marche. C'est un vrai sport, ça s'est développé comme un vrai sport. Les professionnels de ce domaine-là, ils travaillent comme un vrai sport, finalement. On voit qu'on a les mêmes codes. Tu parlais avant des sponsors, on voit que les sponsors sont les mêmes. Ça veut bien dire que les intérêts sont les mêmes. Donc nous, dans la représentation, évidemment, le travail qu'on fait avec les joueurs de football aujourd'hui, c'est-à-dire l'accompagnement depuis les jeunes en formation jusqu'à le fait de devenir un professionnel, donc on l'a bien vu avec ta fameuse pyramide, l'idée c'est de le reproduire dans l'e-sport. Donc je pense qu'aujourd'hui, les joueurs d'e-sport sont des sportifs à part entière.
On a parlé de nutrition, on a parlé de préparation mentale, de coaching mental qu'on utilise. En fait, tous les codes qu'on utilise dans le football, finalement, sont utilisés dans l'e-sport. Hein, je crois qu'on est assez d'accord pour dire que c'est un vrai sport et les mêmes codes qui sont dans le football sont dans l'e-sport. Donc je pense que voilà, finalement, le parallèle, il est là. Exactement, puis peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, je parlais avec un coach qui coach un joueur très connu de l'équipe de Suisse et qui me disait, mais dans le e-sport, la préparation sportive est aussi très importante. Parce que passer des heures derrière un écran pour jouer et puis gagner une compétition, ça prend beaucoup de temps mentalement et physiquement. Donc là, il y a une grande préparation physique. Et beaucoup d'énergie. Et d'énergie, oui. Parce que ce sont des journées qui sont très longues. On est sur des rencontres aujourd'hui où il faut bien voir que c'est international. Donc, on a des joueurs qui viennent du monde entier, qui viennent par exemple en Pologne, à Los Angeles, en Amérique latine, en Océanie, à Melbourne, à Sydney, et qui donc se déplacent énormément. Il y a des gens, par exemple la Team Vitality, qui est une des plus grosses équipes au monde, ils passent plus de la moitié de l'année en dehors de chez eux. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie et sur lesquels ils se préparent de plus en plus et sur lesquels ils sont de plus en plus accompagnés. Et on voit qu'il y a ce mélange entre le sport et l'e-sport avec d'anciens champions olympiques d'ailleurs, Yannick Agnel par exemple, pour le citer, qui est devenu coach et préparateur physique pour l'équipe Vitality. C'est très intéressant. Je crois que les clubs de foot l'ont bien compris. Et puis ce qui est intéressant avec les clubs de foot, et je pense que ça, au départ, quand on dit club de foot dans l'e-sport, on pense tout de suite à FIFA. Et c'est totalement faux, et je pense que ça, les clubs de foot ont commencé dans le e-sport. Alors ici, en Suisse romande, alors, on n'est pas très actif au niveau tournoi. Par contre, au niveau équipe d'e-sport, Lausanne, on a une très performante, Servette. Neuchâtel en a formé une maintenant, Sion aussi. Donc voilà, au niveau roman, on est très actif. Les clubs de foot ont compris et ils ont commencé par en fait d'autres jeux, League of Legends, Overwatch, etc. FIFA finalement, on l'a bien vu aussi dans la fameuse pyramide aussi. FIFA en fait est un jeu mineur, si je peux appeler ça comme ça, dans la planète e-sport en fait. On a cette fausse impression que FIFA, alors en France, ils sont bien organisés puisqu'il y a l'Orange Ligue 1. En Espagne, ils sont aussi organisés. Alors en Suisse, malheureusement, on n'a pas encore l'ASF encore en train de se quitter. Malheureusement, pour la problématique de la Suisse, je crois qu'il n'y a pas assez de clubs aujourd'hui pour organiser une compétition, en tout cas au niveau de l'ASF, de la Super League. Mais voilà, je veux dire, le parallèle, il est là. C'est-à-dire que les clubs de foot croient au e-sport. Donc évidemment, nous qui sommes autour des métiers du football, si on n'y croit pas, je pense qu'aujourd'hui on est largué. Finalement, on serait. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi vivre avec son temps. Parce qu'effectivement, pour revenir sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est l'opportunité qui existe pour les marques. Et ça, ça doit aujourd'hui, à mon sens, et je pense qu'on partage ici cet intérêt et vous ces questionnements, faire partie de vos stratégies. Ça veut pas dire que vous arrêtez de faire de la télévision. Alors effectivement, merci Clément de revenir sur les marques. Et j'aimerais m'adresser à Wally. Parce que je pense qu'il y a pas mal de représentants de marques, que ce soit agences ou entreprises en direct. Partons du principe que voilà, on se connaît, on est potes, je suis directeur marketing chez Freitag. D'accord, les sacs Freitag, marque suisse. Puis je viens te voir et je te dis, écoute Oli, voilà, j'aimerais faire quelque chose dans l'e-sport, mais je m'y connais pas trop. Comment est-ce que tu pourrais m'aider, me coacher? Quelques conseils, quels conseils tu pourrais me donner en tant que Freitag si demain on voulait investir, disons 100 000 francs dans le e-sport en Suisse? Hast du meine Frage verstanden? Yes, of course. Absolument. Yeah, that's all. Sorry. First of all, I would tell them spend some money on esports.ch and then go to Cedric for consulting. No, first of all, you have to. Why would you go into esports? It's like brands are like, oh, we have to reach young people. They see like these big stadiums in Cologne and stuff. Oh, and we have to go into esports. But first of all, think about it. What do you like to do? And then, but if you're kind of willing to start, I mean, you don't need that much budget at the moment, so maybe skip one TV ad and then start and just start. I mean, you can do 10 workshops, 20 workshops, but probably you should just start. And helpful there could be, on the one hand, if you have kids, so talk to them, what are they using, what are they watching in TV, because they will grow up and they probably will still be gamers, so they could be an interesting thing. And on the other hand, also within your company, ask probably the new younger people why they
or how they consume media, and this will give you a first impression. By the way, if you have Netflix subscription, watch How to Sell Drugs Online. On the one hand, it's cool because it's the first Google optimized Netflix title, and on the other hand, I think it gives you a good picture of how it works today, communication-wise. Okay. How to sell drugs online. There's also an esports documentary on Netflix if you don't want the drug Yeah, not but called how to drugs. say- yeah. Merci, merci Oli. Maintenant, j'aimerais m'adresser à Cédric et peut-être à Clément d'abord. Quand on parle de développement, j'aimerais juste revenir sur le développement, après on vous passe la parole. Je sais, typiquement, on a parlé de SRF, Schweizer Fernsehen, qui sont de plus en plus actifs. Avant-hier, la RTS a lancé son canal Twitch. Si vous voulez en savoir plus, on a un collègue de la RTS qui pourra vous en dire deux mots, Didier Bonvin à l'apéro tout à l'heure. Donc on voit vraiment, même les médias classiques observent cette importance d'être présent dans ce domaine. Puis moi, la question que j'aimerais vous poser, peut-être d'abord globalement en quelques mots, mais juste en quelques mots, puis après au niveau suisse, comment vous voyez très concrètement le développement du e-sport de manière générale, en quelques mots. Clément, c'est d'abord. Exponentiel et important. Important car si vous voulez toucher les cibles qui sont souvent celles qu'on nous dit vouloir toucher, donc des personnalités milléniales, donc de moins de 35 ans on va dire, elles sont là aujourd'hui. Donc je pense que ça c'est vraiment l'élément à comprendre avec le futur de l'e-sport et de votre communication, de vos stratégies. D'accord, merci. Cédric, about Switzerland and the development. Yeah, how to do. Yeah, I think it will. You just need to think like why would the millennials and the Generation Z and all those strange things, why would they everywhere in life change things to faster and more individual and more complex actually, because most millennials actually want things to be, a phone is much more complex than a phone book, right? So in theory we make everything also more complex, not just more easy. Why would they accept that in their entertainment and in their sports? Because a game is much more complex than a sports. If you are honest, obviously it is like that because there is a whole universe behind it that you cannot do in a sports because we're physical. And so just think about that and go to the media which fits to the generation's mindset. And spear throwing doesn't fit the mindset of generation Y and Z. It's not enough. It's okay once a year, but it's not enough. And so go, if you want to do marketing, we're not talking about ethics and sports love and stuff and nostalgic, we're talking about marketing, then go where you fit the needs of the young, and that's in instant media with live streaming, games that change all the time, where everything is unexpected, where you can, as a viewer, sometimes even decide what's happening, and where there's infinite possibilities, and all those words fit very well to what we otherwise talk about generation. So it's a logical consequence that esports will be, on gaming will be a big part of the next generation's entertainment and sports field. Yeah. Merci Cédric et Clément. Alors, voilà, on ouvre les questions. Petite question, voilà. Je trouve assez étonnant parce que là, on est vraiment 19 ans, c'est pas la génération des millénials, c'est plutôt sur la génération Z. Voir Mercedes ou même Knorr, je trouve que c'est absolument pas une adéquation avec ce type de cible. Les comportements de la génération Z vont être complètement, ils sont diamétralement opposés à ceux des millennials. Je trouve très étonnant le type de marques qui viennent sur ce genre de produit. C'est, à mon avis, c'est un non-sens. Il n'y a pas de logique sur tout ce qui est écologie, qui va être un grand thème sur cette génération. Donc je trouve que c'est vraiment dingue. On a l'impression qu'on reproduit un modèle et qu'on va en ligne. Et on dit on est en ligne donc c'est bon. Mais je ne comprends pas ces marques. Alors, à part qu'elles font des tests et qu'elles essayent d'entrer dans un nouvel univers, mais il n'y a aucune adéquation. Donc, franchement, ça n'a aucun sens. Je ne vois pas ce que fait Knorr là-dessus. À 19 ans, on ne fait pas sa cuisine. Mais on ne va pas acheter des cubes Knorr. Moi, je ne comprends pas. Et puis, Mercedes, c'est vraiment du haut de gamme. Pour des gamins de 19 ans, je ne vois pas quel est le plus produit. Enfin, moi, je trouve ça très étonnant. Moi, j'ai mon avis, mais... Voilà. J'aimerais bien avoir votre avis. Mais je vais d'abord laisser I have one partial answer. One partial answer is that Mercedes doesn't need customers. They have enough customers. You know what they need? No one has enough customers. No, they do. What they need is developers.
Tesla is now more valued than Volkswagen, and not because they have a good car, but because they have a lot of developers. That's the reason. They have a supply chain, they have engineers, they have developers in a field where nobody else has it. The future of automobility in terms of skill is concentrated on Tesla. And Mercedes needs to build a whole new mindset. They need to fire all their engine builders because that is not necessary anymore. They can't do it. And they need to hire millions, thousands of developers. And you know who doesn't want to work at Mercedes? Developers. So they need to make a mindset of modern, cool, what Elon Musk is doing with one Twitter account. Every developer wants to work for him. They need to somehow try to recreate. And that's not really, the customer thing is one thing, but the other thing is just to bring you into a life cycle where you're like, hey, we're with you, and we are also cool, and we want to be, we're modern, we are IT, you need to start somewhere. And this is, of course, only a little drop, but it's starting somewhere, you know. It's like, otherwise, that's one of the reasons that it's actually more HR and more image related towards the young than towards the really selling 10 cars. That's you are selling to Mercedes. That's just my interpretation of it is. It is a correct. It is a very correct interpretation. I think what we have to see here is that it is exactly this. It's a brand position. Of course, 19 years old, they're probably not going to buy a 60, 70, 80,000 euro car, of course. But as we said earlier, it's not just about the cars themselves. Actually, they're also working on the electrical cars, and that's probably more in tune to what you were referring to. However, it's about this exact moment in time. In the history and this particular example of automotive industry, right now, they need a different set of skills. And that set of skills is much more native to the population that's actually living on this channel and is not living anywhere else. And so I would say, well, what we've seen now, I mean, so in that case, maybe the way they talk to these young people should be different. Yeah, I don't know, because it is. just They're bringing reaching them the via car this channel. On a gaming night, I mean, it has no sense. So in that case, the conversation should be different. I don't know. The conversation is different. You need to understand how there is old marketing people sitting there in the vice presidency, and then the young guys need to start step by step. And the first is like, can you please accept esports? We're going to use very classical methods. Okay. Then like, okay. And then the next step is, can we please stop doing the classical methods? And they're like, yeah, well, okay. But that takes 5, 6, 7, 8, 9, 10 years to bring that process from, can we do like a game something to, can we change everything? And that, I think Ollie can tell you a long story about that. But that's a funny thing. That's from agency perspective. I'm from brand perspective. I get a lot of pitches exactly with such classical thing, and that's probably what you meant before. So doing logos now just in games, doing logos now on shirts. I'm not interested in this, and I agree with you on that. If you're just as a brand, you try to business B2C, and you just do like these classics concepts, I wouldn't go with you as an agency, and this is why we created esports.ch. For me, as UPC, I'm not interested in putting my logo somewhere. I want to be part of it, and that's a big chance as a brand. Esports, it's sometimes not that cool that we do not have a federation on top of everything, but on the other hand, it's cool because we can more or less do whatever we want around esports. So there's no FIFA hey, you can't do this, have this content on your platform. Well, I just do it. And this is really a big chance for new concepts. And so corporates have to think differently, but also agency have to come up. So especially the classical age. The way they communicated was so strange. I mean, you have to also, as you said, it is about the mindset. Yeah, the mindset changes in a long time. It's more or less generational. So people today who are in power to say yes, let's put budget there, they have to rely on people who are probably much younger than they are, and they're taking a risk. No. So it depends on how risk averse you are. Some companies are much more advanced in their reflection about how we're going to communicate to these audiences, and some are less. It's an ambassadorship, really. It's a lot of diplomacy and explaining the case, making the case. And if we had more time, you would be able to see more cases where they're already much more further ahead and advanced in the kind of way they now communicate to the game. Like
you can mostly, if a brand stays 5 years in esports, you can see a life cycle of communication changing. It's just really, the changing is just slower than we would maybe want, but it's just touching slowly but surely. Yeah. On va prendre une prochaine question. Moi j'avais une question, c'est au niveau des joueurs, on a dit il y a 10 000 joueurs pour 2 professionnels. Est-ce que Lorenzo ou un autre peut me dire en Suisse combien de personnes vivent? Non, alors aujourd'hui en Suisse, non, le marché il est plutôt en France, on est bien d'accord, c'est clair, et ailleurs. Aujourd'hui en Suisse, on est sur un créneau qui est en train de se développer. Aujourd'hui, si dans mon entreprise on a ouvert un département e-sport, c'est pas pour gagner de l'argent aujourd'hui, on est bien d'accord. Je veux dire, ce serait tellement utopique. Il n'y a pas de revenus quasiment. Alors, il y a des revenus au niveau des prize money sur les tournois, mais je veux dire, l'accompagnement de joueurs e-sport aujourd'hui, c'est pas là où on va, nous on va apporter notre savoir-faire. Finalement, voilà, tout ce qu'on sait faire avec des joueurs de foot traditionnels, on l'a transmis maintenant par exemple aux joueuses, aux filles, et aujourd'hui on va dans le e-sport aussi. Donc je dirais que c'est simplement plutôt nous, on a 17 ans dans ce domaine-là, donc on a un certain savoir-faire. Le métier d'agent de joueur, c'est plus le métier d'agent de joueur il y a 15 ou 20 ans. Hein, c'est totalement différent. On a un département de marketing, communication, on maîtrise des réseaux sociaux, etc., etc. Donc on est de toute façon dans ce trend de jeunesse finalement où on est obligé d'être actif. Et le e-sport, aujourd'hui, nos joueurs de football jouent à FIFA, jouent à e-sport. En France, il y a Griezmann et son frère qui ont lancé leur propre équipe il y a une semaine. Il y a de plus en plus de joueurs qui s'y intéressent. Gareth Bale au UK a lancé la sienne hier. C'est quelque chose qui se développe énormément. Merci Clément. Oui. D'abord, merci pour toutes les présentations. Je prends une grande baffe dans la figure parce que effectivement, c'est un monde qu'on ne connaît pas suffisamment, donc les présentations étaient vraiment super. Je m'attendais à prendre une baffe, mais elle est quand même importante. Puis j'ai besoin d'aide, je dois vous dire, parce que je m'adresse à vous, Lorenzo. Vous avez mentionné un truc, vous disiez tout à l'heure, celui qui ne comprend pas que le e-sport est un sport, une activité physique, il n'est pas loin de rater très en marche. J'ai besoin d'aide, je suis quasi ce type-là. Je ne peux pas m'empêcher de voir tout ce qu'on vient de dire dans un œil en tant qu'annonceur ou agence aidant des annonceurs à se dire effectivement il y a une audience magnifique, il y a une croissance magnifique, il y a une capacité d'aller toucher les jeunes à un endroit où c'est pertinent, mais à me dire quand même, est-ce qu'on peut appeler ça du sport? Et j'imagine que le débat il existe. On parle de jeux vidéo, gaming, et puis on le rebrand du sport ou e-sport pour donner un aspect différent. Or, vous devez quand même avoir des annonceurs qui sont pas prêts à aller vers quelque chose qui est peut-être perçu, je demande à être convaincu du contraire, mais perçu comme addictif, pas forcément bon pour la santé, voire néfaste, etc. Et donc, quelle est la réalité derrière et comment est-ce que vous parvenez à démontrer à des annonceurs qu'en réalité c'est même éthiquement ou moralement bon pour leur marque d'être associé à ce type de... Alors la question est intéressante et je pense que beaucoup de gens vont se poser la même question. On voit que là où vous avez affaire à des vrais professionnels du e-sport. Aujourd'hui, c'est devenu un sport. Alors, c'est un sport, je vous le confirme. La définition du sport, c'est une activité physique et cérébrale. Je pense que le e-sport en est une. Hein. Pour moi, c'est clair, c'est net. J'étais aussi au départ certainement... voilà, quand on m'a parlé d'e-sport au départ, j'étais un petit peu... Alors, moi qui viens du sport traditionnel, du football, l'e-sport, c'est mon fils qui m'en a parlé déjà au départ. On a été à un tournoi, voilà. Et j'ai vu que c'était un vrai sport. Quand j'ai vu mon fils, qui à l'époque avait 14 ans, discuter avec notre ami qui est commentateur à la RTS, qui a d'ailleurs l'équipe de Suisse, j'ai un blanc maintenant. Voilà. Mon fils de 14 ans parlait d'e-sport, il présentait la finale du tournoi e-sport de Lausanne, du tournoi FIFA. Donc mon fils de 14 ans discutait avec cette personne-là et parlait la même langue et parlait d'un vrai sport. Ah, ça vous interpelle, vous dites ok, oui, là on est sur un sport, c'est un vrai sport. Maintenant, sur le côté peut-être néfaste, je pense qu'aujourd'hui le e-sport est de plus en plus encadré, de plus en plus géré, justement comme un sport. C'est là où vient finalement l'apport des gens comme moi ou comme d'autres qui sont dans le sport traditionnel, d'apporter finalement le cadre pour dire oui, c'est du sport. Les entraînements, ça doit durer tant de temps. Enfin, voilà, il y a des nutritionnistes, il y a des coachs mentaux, etc. Pour montrer aussi, finalement, peut-être aux parents. J'en suis un, j'ai un fils aujourd'hui qui a 16 ans. Voilà, montrer aux parents finalement que c'est un sport. S'il est pratiqué dans de bonnes conditions et bien encadré, il n'y a aucun risque.
Voilà, je pense, et aux annonceurs, c'est aussi ça. D'ailleurs, on parlait de Mercedes avant, je ne vais pas revenir là-dessus. La pub que vous avez vue avant, pour moi, elle est exceptionnelle. On voit le petit jeune qui joue derrière avec son jeu vidéo. Je pense que moi, ça me parle à ma génération. Hein. Je me vois dans la Mercedes de mon papa avec mon Nintendo, par exemple. Enfin, voilà. Exactement ça. C'était ça l'idée. Mais l'idée de ce pub, par exemple, quand on la voit finalement, et c'est ça que les annonceurs vont rechercher. Mercedes, pour moi, c'est un coup intéressant puisqu'ils cherchent de nouveaux clients, c'est évident. Ils se lancent dans l'électrique, hein, de plus en plus. Il y a d'ailleurs une pub qui passe en ce moment à la télévision qui est totalement différente des pubs de Mercedes. Mercedes, on a l'image de cette marque de luxe, mais aujourd'hui, Mercedes, c'est une marque de luxe, mais ils ont aussi un côté marque normale, c'est-à-dire pas monsieur tout le monde, mais presque. Voilà. Mais donc, voilà, je pense que les annonceurs vont venir de plus en plus dans ce métier, enfin dans ce domaine. Cédric, you want to add something? Yeah, I think one important thing that we have to make is that there is gaming and esports, where in certain gaming areas, like I get this question asked a lot, and I'm also at the youth protection thing, and I worked for the new law of youth protection together with the BSV and stuff. So, in a case of a guy playing at home a single-player game alone every evening, there is, for example, a certain risk of desocialization. But if he does that alone every evening, he would have done that with books or something else. So there's probably maybe if he does only that, he has a personal problem somewhere, you know. And then gaming is a vent where he goes to vent this. But what I can really say out of experience with, I know, thousands of Swiss gamers, is that if you play together in teams, and which I do since my whole life, and which most guys do at these events that you see, then the social together with the 5 friends and my friends that I played together when I was 15, I founded the company together, and they will be the guys standing at my wedding, and they will be these are my real friends, and these guys are not in danger of either addiction and desocialization. The guys who are in danger are especially the ones who go into a lone state and who play games alone, and that is something where parents need to start to understand that there is differences, and that there is just, you cannot put it all in one thing because it's so big and it's so many and everybody does it. And so if you just say, oh, gaming is addictive, you just say 30% of Switzerland is then suddenly addicted or what? No, of course there's huge differences, and so it's a case to case. But I think really the ones who started to real esports, there these dangers drop very fast. And I tell all parents, if your kid really comes and says, I want to become a real esports player, which many parents ask me, what do I tell him? I'm like, well, tell him yes, but then for real. And then force him into a schedule like you would force your kid who wants to be a tennis star into a schedule. And if he's bored of it, tell him, well, then go back to being a gamer and go make sports. You know, like talk to him in his language. But then, you know, but that means to understand it. Yeah. I think the most important aspect, and I'll finish on this, is, and it's something that's probably harder to transcribe here today, is the social aspect of it. You have to understand that, as Cédric said, it is a very social activity. And actually we see that some people on some lands or other festivals come, and it's the first time that they're actually meeting people in person. And it's very emotive, it's very social. So that key component aspect is the way to decode this particular question. Merci Clément. On va prendre une dernière question, mais il y a l'apéro après. Donc nos protagonistes, nos speakers sont là pour l'apéro. Dernière question de monsieur. Alors j'ai une question un peu double ou triple, je profite. Elle est intéressante, vous allez voir. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour définir quel serait le profil comportemental ou des gamers ou des fans ou des deux? Ça, c'est la première question. Est-ce que ce comportement peut être le même entre les différents types de jeux, parce que ça varie de manière très, très large au niveau de la typologie des jeux, et est-ce que ça varie aussi au niveau des pays ou des clubs, ou en tout cas des régions? Ça, c'est la première question. Il y avait déjà 3 questions. Non, alors, je propose qu'on garde les 2 autres questions pour l'apéritif. Qui veut répondre? Alors, ce qui est... Je vous référais et je serais ravi de vous donner ces références qui existent notamment au niveau de la France. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir donc cette association France eSport qui est composée de différents collèges des éditeurs en France, avec le CEL et d'autres éditeurs de jeux vidéo, collège des organisateurs, donc tournois et autres événements, et collège de joueurs. Donc on a vraiment une représentation qui est la plus ouverte possible, la plus mixte possible, et il y a eu des études qui ont été menées sur les profils des joueurs et qui vont très en profondeur.
dans ça. Et donc, la meilleure réponse que j'aurais pour vous ce soir, c'est que je serais ravi de vous donner ces liens, qui sont d'ailleurs accessibles directement sur le site France eSport. Et c'est très intéressant. Et alors là, vous avez vraiment le panel complet, en tout cas à l'échelle de la France. Je ne sais pas si ça existe en Suisse, mais... Je crois pas à ma connaissance. C'est un début de réponse. Le comportement entre sports, c'est plus ou moins le même au niveau des profils. Entre sport et e-sport, vous voulez dire Entre les différents... Entre les différentes disciplines, les différents jeux, les comportements des joueurs professionnels ou des joueurs amateurs? Non, plutôt des fans. Les fans. Le profil comportemental. D'accord. Je propose qu'on regarde la question pour l'apéritif. Je voudrais remercier nos intervenants et puis merci le club de marketing, Swiss Marketing Pro On remercie votre accueil. Merci Gilles, Lorenzo, Clément, Cédric et Oliver. Si vous retrouvez à l'apéritif. Pour rebondir sur la remarque de Cédric à propos de Mercedes, je vous invite à aller sur internet pour voir le dernier salon de l'auto qui s'est tenu à Las Vegas. Je plaisante, je parle du CES, avec ce concept car qui est tout sauf une voiture. Ça mettra encore plus de beurre dans les épinards sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de vendre leur voiture. Allez, bon apéritif et merci encore de votre présence. Merci.